Bonjour François Tadei. Bonjour. Vous êtes polytechnicien, docteur en génétique et vous dirigez une chaire de l'UNESCO et de l'université Sorbonne Paris-Cité sur les sciences de l'apprendre. Vous êtes aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour les réflexions prospectives que vous faites sur l'école de demain. Comment Polytechnique et génétique vous ont-ils conduit aux sciences de l'apprendre? Bonne question. Je pense que j'ai toujours été curieux et à Polytechnique, on avait la possibilité d'apprendre plein de choses. Et la biologie et l'évolution m'ont passionné. J'ai essayé de comprendre les dynamiques du monde, en fait, et en particulier la manière dont les plus simples des organismes, les bactéries, coopèrent, échangent de l'information et évoluent, et même font évoluer leur capacité à évoluer. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un minimum de reconnaissance pour ce que je faisais, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer toujours plus de gens, y compris toujours plus d'étudiants. Et j'ai vite rencontré des étudiants qui, à l'heure du début du web, apprenaient différemment. Et donc, comme moi, j'avais pas un poste d'enseignant, mais un poste de chercheur, et que j'aimais enseigner, et qu'eux aimaient apprendre différemment, on a appris ensemble, innover en termes de pédagogie et progressivement créer un master interdisciplinaire, puis une école doctorale interdisciplinaire, puis un centre de recherche interdisciplinaire. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la manière dont, à toutes les échelles du vivant, la coopération a permis d'aller vers plus de complexité, de relever des défis depuis l'échelle moléculaire, l'échelle cellulaire, l'échelle des êtres vivants. On a vu que cette capacité à coopérer pour relever des nouveaux défis pouvait s'appliquer aussi à notre époque. On a besoin de relever des nouveaux défis, qui sont aujourd'hui des défis planétaires, et on a besoin de coopérer pour le faire, on a besoin de le faire en dépassant les barrières disciplinaires. Alors on va revenir sur les défis, mais je voudrais reprendre un petit peu, je dirais, votre historique, si vous me permettez. Vous prenez la recherche scientifique comme modèle d'apprentissage, en affirmant que les enfants naissent chercheurs. Vous nous expliquez ? Alors, les enfants naissent chercheurs, c'est pas moi qui l'ai affirmé, c'est une chercheuse de Berkeley en sciences cognitives qui s'appelle Alison Gopnik, qui a écrit Scientists in the Crib, je sais pas si ça a été traduit, mais c'est grosso modo les chercheurs au berceau. Et ce qu'elle montre, c'est que la manière dont on apprend à parler ou à marcher, c'est en faisant des erreurs, en apprenant de ses erreurs et en revisitant le modèle qu'on avait du monde. Et en fait, c'est très proche de la démarche de recherche, cette capacité-là. Et donc, les enfants sont des chercheurs nés, et donc on a tous été enfants, donc on est tous des chercheurs. Et simplement, il y a des méthodes plus ou moins affinées dans différentes disciplines pour faire une recherche toujours plus pertinente. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est apprendre ces méthodes de recherche très jeunes. Bolotto, par exemple, en Angleterre, a développé un projet de recherche avec des enfants de 8 ans. Et ils ont publié un article scientifique dans une revue internationale à comité de lecture, c'est une revue de biologie, j'ai lu l'article, il est très pertinent. Jean Sour a développé le projet S'aventurier d'éducation par la recherche qui est né ici et puis aujourd'hui impacte plein de classes à travers la France. Vous avez des enfants ? J'en ai 2, ils sont grands. Mais quand ils étaient à l'âge où effectivement on parle d'enfants chercheurs, est-ce que vous avez pu tester, voir, questionner, constater? Ah oui, c'était très net. Mon fils, mon père était surpris de l'intensité de son regard lorsqu'il regardait dès 2 ans des fourmis ou voilà. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a marqué tous. Et mon fils, quand il a eu 6 ans, sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. » Ah, c'était le « mais » qui était important. C'est ça. Et donc, j'avoue que depuis ce jour-là, je me questionne sur un système où on n'a pas le droit de se questionner. Je pense que c'est pas très bon pour la démocratie, ou pour la science, ou pour le journalisme, ou pour la vie en société. Mais heureusement qu'il y a des questions, comme ça vous y répondez. Alors, l'OCDE, l'UNESCO, l'Union européenne ont défini les compétences attendues pour les jeunes de ce siècle. Compétences cognitives, alors on va essayer de ne pas parler trop anglais, hein, compétences cognitives, mais également de littération, la littératie, ou liées au quotidien, là on va y aller, les soft skills. Vous avez écrit un ouvrage dont le titre « Apprendre au XXIe siècle » interroge « Doit-on aujourd'hui apprendre différemment et pourquoi ?» C'est une bonne question. En fait, pendant très longtemps,
ce que la génération précédente avait appris, il suffisait de le transmettre à la génération suivante pour la préparer au monde qui venait. Ça marche à peu près quand le monde évolue lentement. Et il ne vous a pas échappé qu'il y a une accélération des changements du monde, une accélération technologique, une accélération des transformations climatiques, environnementales, démocratiques, le vivre ensemble, tout ça, ça évolue à une vitesse sans précédent. Et donc quand le monde évolue aussi vite, typiquement, nous n'avons pas grandi dans le même environnement que nos enfants. Ceux d'entre nous qui sont nés au millénaire précédent ont parfois un peu de mal à suivre toutes leurs habitus, etc. Donc il y a toujours eu des conflits entre les anciens et les modernes. Mais cette accélération de la transformation du monde est tellement spectaculaire que nous n'avons clairement plus le monopole de l'intelligence. D'abord, nous ne l'avons jamais eu, puisqu'il y a plein de formes d'intelligence dans le monde animal et dans le vivant. Mais aujourd'hui, les intelligences artificielles, on parle de machine learning en anglais, donc capacité d'apprentissage des machines, nous montre que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir apprendre et à aujourd'hui écrire un texte, faire des mathématiques, résoudre une équation ou faire des choses toujours plus complexes, comme écrire du code, etc. Donc cette capacité, si les machines l'acquièrent, qu'est-ce qui nous spécifie ? Pendant longtemps, on se différenciait simplement des animaux. Aujourd'hui, et alors on disait c'est la raison, c'est la mémoire, c'est la science, etc. Mais aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de contribuer à la mémoire, à la création, à la science. Donc il faut s'interroger sur ce qui est le propre de l'être humain et développer des compétences que n'ont pas les machines. Parce que si la seule chose que vous savez faire, c'est des choses que les machines savent faire, elles vous remplaceront sur le marché du travail avant que vous le sachiez. Par contre, si vous êtes capable de savoir utiliser ces machines et de savoir faire des choses qu'elles ne savent pas faire, alors vous allez pouvoir trouver votre place dans la société. Si vous savez résoudre des défis complexes, comme la société en a plein aujourd'hui, vous aurez toujours un métier. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à coopérer sur les défis d'aujourd'hui, en s'appuyant sur les savoirs d'hier quand ils sont pertinents, mais pas systématiquement, apprendre tout ce qui a été fait hier, parce que en plus il y a aujourd'hui 1 million de fois plus de connaissances qu'au XVIIIe siècle. Donc il n'y a plus de pic de la Mirandole. On ne peut pas tout apprendre avant de commencer à poser une question. Par contre, il faut avoir appris à apprendre, il faut avoir appris à questionner, il faut avoir appris à coopérer, il faut avoir appris à créer, il faut avoir appris à utiliser les machines à bon escient, y compris à les éteindre, ce qui n'est pas complètement évident parce qu'elles ont été designées pour être addictives et donc créer une dépendance. Et donc arriver à prendre ce recul, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Et je pense que l'école et l'université sont des endroits qui sont faits pour ces apprentissages s'ils savent évoluer. Et c'est toute la question, parce que dans un monde qui change toujours plus vite, il y a un principe de biologie évolutive, c'est si vous évoluez moins vite que le monde, vous risquez de devenir obsolète avant de vous en être rendu compte. Et donc, comment est-ce qu'on fait évoluer l'école, l'université, l'apprentissage tout le long de la vie? C'est ça la vraie question. Alors, il y a un autre concept que vous avez développé. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans un rapport au ministre de l'Éducation nationale. C'est un rapport sur la recherche et le développement de l'éducation tout au long de la vie. Mais vous l'avez coécrit avec Catherine Becchetti-Bizot et Guillaume Houzel. Et dans ce rapport, vous plaidez pour une société apprenante. En quoi ce concept peut-il être mis au service des apprentissages des jeunes? Alors, l'idée de société apprenante, c'est en fait l'idée qu'une société mérite d'avoir une réflexivité sur comment est-ce qu'on apprend dans cette société, pour s'interroger sur le fait que, par exemple, on n'a plus le monopole des apprentissages, puisque les machines aussi apprennent, le fait que les emplois évoluent toujours plus vite et qu'il va falloir apprendre à changer de métier, qu'il va falloir apprendre à se réinventer régulièrement. Et que ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Donc, des collectifs apprenants, il y en a à toutes les échelles. Ce qu'on sait, c'est que même un individu est un meilleur apprenant s'il est réflexif. Donc c'est vrai de l'individu qui prend le temps de réfléchir sur comment il apprend, c'est vrai du collectif qui réfléchit sur comment circule la connaissance dans ce collectif. Est-ce que, puisque personne ne sait tout, que tout le monde sait quelque chose et qu'on peut donc apprendre les uns des autres, on peut arriver à mutualiser nos connaissances, on peut arriver, quand on est confronté à l'inconnu, genre crise Covid, à chacun a une brique de solution, à réfléchir comment les agencer et avancer. Donc ça peut s'apprendre à tous les âges, y compris chez les plus jeunes. Les plus jeunes peuvent apprendre à coopérer. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Et si nous ». Il y a des jeunes et des adultes de différents âges qui se sont posés la question. Les plus jeunes avaient 3 ans. Et ils ont répondu à la question « Et si nous » de leur maîtresse par « Et si nous faisions des câlins ?» Et ils ont mis en œuvre
une réponse à leur défi. Et donc, ils ont dessiné un cœur à l'entrée de la classe et ils ont inventé un rituel. Donc, les parents, quand ils les laissent le matin, leur font un câlin. Quand ils les retrouvent le soir, câlin. Et s'ils veulent un câlin dans la journée, il faut que, quand les parents sont pas là, il faut trouver quelqu'un qui est consentant. Et donc, on apprend le consentement au passage. Et on va dans le cœur et puis on se fait un câlin. Moi, je trouve ça super. Et donc, les enfants peuvent apprendre ce genre de choses très tôt. Alors justement, revenons à cet ouvrage. Moi, j'ai été frappé, 3 mots, très courts. Et, si, nous. Est-ce que ça résume votre vision de l'avenir de l'éducation? C'est intéressant cette question parce que ça ajoute quelque chose à l'existant. Oui. Si, ça fait une hypothèse. Oui. Nous, ça crée un collectif. Tout à fait. Et le point d'interrogation amène une autre dimension Tout à encore. fait. Donc en 9 caractères, Ouais. on a un nombre de concepts qui est rarement aussi dense. Mais enfin, moi, j'ai été impressionné par cette densité-là, et je suppose que les lecteurs également. Mais vous, derrière cela? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que je ne pensais pas écrire ce livre jusqu'à ce que je me réveille à 2h du matin un jour, et à 8h du matin, j'avais le plan, et tous les chapitres commençaient par « et, si, nous ». Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que j'ai cherché dans ma boîte mail, et j'ai des mails depuis 20 ans, il n'y avait pas de « et si nous » avant que j'écrive ça. Donc j'ai cherché, j'ai discuté avec plein de gens, et il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, « et si nous », c'est l'enfance. C'est « et si on était des super-héros, et si on pouvait voler, et si on était sur une autre planète ». Donc c'est l'imaginaire, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un imaginaire collectif. C'est pas « et si j'étais champion du monde », c'est « et si nous étions capables de résoudre le problème climatique ». Et donc ça peut être des problèmes à toutes les échelles, donc « et si nous faisions un cœur à l'entrée de la classe », ou « et si nous étions capables d'inventer une planète qui soit durable pour les prochaines générations ». Et donc cette capacité, je pense qu'elle s'incarne à l'école. Elle peut se vivre à l'école, mais elle peut se vivre à tous les âges et elle doit se vivre dans la société. Je pense que toutes les sociétés humaines ont répondu d'une manière ou d'une autre à un « et si nous » à différents moments pour inventer la citoyenneté, pour inventer la démocratie, pour inventer une bonne partie de ce qu'on a su créer pour vivre ensemble à toutes les échelles. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble à l'échelle planétaire. Donc il y a besoin de nouveaux types de « et si nous » et plus ça s'apprend jeune, plus on peut avancer collectivement.